Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Castera. Salut David. Oui, bonjour à tous. Et bonjour. Dab- Merci. Bonjour. Tu es un ancien champion de moto, tu as eu des victoires très brillantes. Tu es une personne que l'on connaît dans le milieu du sport en étant aussi directeur de course du Dakar. On va pouvoir discuter de ton parcours, de ton vécu et aussi être un peu plus dans les coulisses de comment s'organise un Dakar, quelles sont les spécificités de cette course mythique. Mais avant ça, j'aimerais te poser une question que je pose habituellement à tous les invités. Comment tu expliquerais ton métier d'aujourd'hui de façon ludique à un enfant de 5 ans si tu devais lui expliquer comment tu t'y prendrais? Aujourd'hui, mon métier, c'est d'organiser un événement de sport mécanique dans le désert pour des voitures, des camions et des motos. Voilà, très simplement. Alors après, ça pose plein de problèmes parce qu'organiser, c'est faire en sorte qu'ils puissent faire une course, mais la faire dans des conditions de sécurité optimales. Et dans le monde d'aujourd'hui, faire la sécurité, c'est pas si simple. Il faut beaucoup de moyens, il faut des hélicoptères, des gens, il faut amener de l'essence, il faut. Donc il y a toute une logistique associée qui est compliquée. Et moi, je fais en sorte que tout ça fonctionne et puisse se faire d'une année à l'autre. On va parler de ce que tu fais aujourd'hui et de ton travail et ce qui occupe tes journées et tes semaines. Mais avant, j'aimerais revenir un peu sur ton enfance. Donc, tu es né à pas très loin d'ici, à Sauveterre du Béarn. Donc, tu as aussi un peu l'accent qui te trahit à toi aussi. Oui, oui, on me le dit souvent. Pourtant, il y a longtemps que je suis parti, hein, mais il est toujours là. Tu es né à Sauveterre. Comment a été ton enfance là-bas? Bon, moi, j'étais élevé dans un cocon familial plutôt agréable, qui était déjà tourné beaucoup vers le sport mécanique, évidemment, puisque ce soit mon grand-père comme mon père tenait un magasin de moto à Sauveterre de Béarn et puis après à Orthez. Donc voilà, moi j'ai été élevé là-dedans. Et le sport, la passion du sport déjà, la première passion que j'ai eue, c'est celle du sport, elle est venue très vite. Et puis, il faut y associer une autre passion qui, au début, je le voyais plus comme un passe-temps. C'est le fait de m'occuper d'un club moto, puisque je me suis retrouvé à aider dans le motoclub des Deux-Gaves, qui avait été créé à l'époque, dans les années 80. Assez rapidement, j'ai commencé à y travailler jusqu'au jour où plus personne voulait être président et j'ai fini par être président du club. Donc, en fait, il y a eu, pour moi, il y a eu ces deux choses-là tout de suite qui ont un peu façonné, sans savoir, le début de ma carrière et de ma vie. Le magasin moto pour la côté passion et le fait d'avoir été compétiteur et le club qui m'a aidé à découvrir mon métier. Tu devais y passer pas mal de temps à la concession de tes parents. Ah ben, j'habitais à 10 mètres, donc il y avait la maison et la concession. Donc je suis né dans la concession, j'ai couru dans la concession, je mangeais mes goûters dans la concession. Je jouais Tu es allé à la concession à la place de faire tes devoirs. Non, ben oui, oui, surtout ça, hein. L'école a pas été mon fort, hein. Je me suis arrêté très rapidement. J'étais pas fait pour ça, je pense, à l'époque, en tout cas. Et puis j'étais toujours taraudé par cette histoire de sport, de moto, que j'avais envie de pratiquer. Donc voilà, on te dit toujours faut aller au bac, bon, qui sert pas à grand-chose, mais j'y étais quand même. Et puis après j'ai tout claqué et je suis parti faire de la moto. Et ma vie d'aujourd'hui d'entrepreneur, je l'ai construite au travers de ma vie de sportif en fait. Toute l'exigence que demande le sport, c'est ces valeurs-là qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui euh, dans le, dans le monde de l'entreprise en fait. Ouais. Et puis aussi dans le monde, je veux dire, du management, etc. Parce que je me suis occupé de beaucoup de clubs, donc j'ai travaillé avec beaucoup de volontaires, beaucoup de vrais bénévoles, dans le sens bénévole réel, puisqu'aujourd'hui il y en a de moins en moins, mais ça existe encore, heureusement. Et j'ai appris beaucoup de choses au travers de tout ça, et c'est ce milieu-là qui m'a forgé, qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et justement, tu as arrêté tes études à l'âge de 17 ans, hein, c'est ça, avec cette envie de prendre la relève? Oui, alors, j'ai arrêté avec l'envie d'être sportif et de faire de la moto. C'était ça. C'était plus que tout ça. Alors, évidemment, les parents te mettent toujours plein de conditions. Ouais, mais il faut que tu travailles en même temps. Tu te rends compte, tu peux pas faire que ça, c'est pas possible. Et voilà, donc forcément, il a fallu que je travaille un peu au magasin. Ça n'a pas duré très longtemps. Ils ont vite vu que bon, ça servait pas à grand-chose. J'ai fait deux, trois petits métiers à droite et à gauche dans la région. Je venais de travailler dans une fromagerie à Oloron. Mais tout de suite, j'ai arrêté rapidement.
Et je me suis consacré au sport pendant 7 à 8 ans quand même, hein. Ouais. Donc, où j'ai fait que ça et j'ai grandi au travers de tout ça. J'ai eu de chance de faire de l'enduro, tout ce que j'aimais, du rallye raid, de Dakar, de gagner des courses. J'ai pas gagné 1 million de courses, j'ai pas été le meilleur pilote du monde, mais voilà, en tout cas, ça a été mon école à moi et ça a été mon université, ma fac. Ouais, Mais exactement. c'est ça qui a fait aujourd'hui de moi ce que je suis et je regrette absolument rien du tout. L'école de l'apprentissage, comme on dit. Ah, mais exactement. Complètement. C'est là, ce que j'ai dit au début, c'est le monde du sport qui m'a. C'est les valeurs du sport qui sont quand même plutôt positives, hein, qui m'ont Et, et, permis d'être ce que je suis aujourd'hui. et alors, tu peux nous expliquer pour les non-initiés le monde de l'enduro, le monde, voilà, les différentes disciplines que tu as à travers la moto? Alors moi, j'étais un adepte de l'enduro. L'enduro, c'est un peu particulier. On connaît beaucoup le motocross, donc on tourne en rond sur un petit circuit de 1 à 2 km avec des sauts, etc., où ils partent en ligne. Nous, on partait enfin, c'était 3 par 3. On roulait d'abord sur des chemins communs et on s'arrête à des endroits précis pour faire un chrono, une spéciale. On refait de la liaison, on refait une spéciale et on faisait ça 2, 3 jours. 2, 3 tours dans la journée, c'était sur 2 jours toujours. Bon, j'ai aimé ça parce que c'était en même temps la découverte de pays, de régions. On faisait beaucoup de kilomètres dans la journée, on faisait 2, 3, 5 kilomètres par jour. Et voilà, j'aimais ça, ce temps passé sur la moto, à découvrir, à rouler, à se faire plaisir, à être avec des potes. Il y a une ambiance très familiale et ça a été, voilà, c'était ça ma passion. Puis après, le rallye, donc j'ai été bercé par le rallye raid, puisque mon père avait la concession a été sur le Dakar très très tôt, dans les années 80, 82, 83, 4, 5, pour être mécanicien d'Uber Royal. Donc je rêvais que de ça et j'ai réussi à partir en 94. Donc j'ai fait en même temps, parallèlement, l'enduro du rallye raid. Donc j'ai fait le Dakar, j'ai fait Paris-Pékin, le Tunisie, le rallye du Maroc, fait tous les rallyes de l'époque. Et ça a duré 5 ans. Et puis après, j'ai une période aussi où je me suis consacré dans l'enduro. Ce que j'aimais plus que tout, c'était la partie difficile de l'enduro, la partie où on allait quasi à la limite de ce qu'on appelle le trial, le franchissement d'obstacles. Et avec nos motos d'enduro, on jouait toujours à la limite des deux, jusqu'à ce qu'un grand homme de l'enduro, Gilles Lallet, invente une course qui s'appelle la Gilles Lallet Classique, dans laquelle il avait dit il y aura que 2, 3, 4 personnes qui la finiront parce que ça sera la course la plus dure du monde. Et quand il a monté ça, pour moi, ça a été encore une autre révélation. Je me suis régalé à faire cette course-là et j'ai fait 2 fois second et j'ai réussi à la gagner en 2001. Et c'est là que j'ai arrêté ma carrière de sportif sur cette victoire. Quand je l'ai gagné, j'ai dit, bon, j'avais déjà 31 ans, il était temps que je gagne ma vie pour de vrai et que j'arrête de courir le monde. Et je me suis, à partir de là, j'ai attaqué une nouvelle carrière. La boucle était bouclée, comme on dit. À quel âge tu as mis pour la première fois tu es monté sur une moto et quelles ont été les premières années? Parce que tu as fait ton parcours Ouais. de façon Oui. très rapide. Non, c'est très tôt. Mon grand-père, à l'époque, m'a fait fabriquer une petite moto. J'avais 5 ans, 5, 6 ans. Donc, monter dessus pour faire des tours de champ, j'ai commencé très tôt. Mais la compétition en elle-même, je ne l'ai pas commencé forcément très très tôt. Oui, ça s'est venu beaucoup plus tard. J'avais déjà 17, 18 ans quand je me suis lancé vraiment dans la compétition. Mais le début, c'était le plaisir d'aller rouler à droite, à gauche, mais c'était pas vraiment dans un but de compétition. Enfin, mes parents, en tout cas, ne le voyaient pas comme ça au départ, je pense pas. Et tu as eu tes premiers résultats, si je dis pas de bêtises, autour de 21-22 ans, dans les années 92, c'est ça? Oui, j'ai commencé en 92, un premier vrai bon résultat, puisque j'étais champion de France national, donc c'est l'antichambre des stars. Et donc là, bon, mais j'avais commencé en 91, 92, champion de France. Bon, là, il n'y avait plus de doute, c'est ce que j'allais faire. Et Les parents t'ont mis un peu. les parents, ils avaient plus pris le choix, ils m'ont foutu la paix. Non, et puis on a aussi acquis assez rapidement, enfin je dis parce qu'on était un groupe, euh, une autonomie aussi financière. On gagnait pas d'argent, mais ça nous coûtait rien. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on avait ou qu'on arrivait à trouver, parce qu'on trouvait des partenariats, etc., nous permettait d'investir tout ce qu'on avait là-dedans. Et donc, du coup, on faisait des années, voilà, on ne demandait plus rien à personne, on était autonome. Alors évidemment, on était blanchi, nourri, mais au moins pour le reste, on se débrouillait et ça marchait bien. Donc, j'ai réussi à faire quand même 10 ans comme ça. C'était plutôt extraordinaire. Un beau parcours de sport et là où tu as dit la passion avec
ton métier et la réalité, quoi. Ça, c'est génial. Exactement, exactement. La passion, et puis le plaisir de pouvoir faire ça, et ce qui était c'est extraordinaire, et puis des résultats aussi encourageants. Voilà, et c'est tout ça qui m'a forgé et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et donc, justement, tu as arrêté en 2001, c'est ça? Début des années 2000, tu as également fondé ta société et t'es passé de l'autre côté, du côté entrepreneur. Donc, tu as cette double casquette puisqu'on reçoit et des sportifs de haut niveau et des entrepreneurs sur le podcast. Ben voilà, ben toi, c'est du deux en un. Donc, on va parler aussi de ta vie entrepreneuriale. Quelles ont été tes premières embûches ou tes premières expériences en tant qu'entrepreneur et quelle était ton orientation que tu voulais donner? Quand j'ai commencé en 97-18, j'avais programmé mon arrêt en 2000 par cette fameuse course, la Gilles Lallet, mais en 2000, elle n'a pas eu lieu. Elle était en mois de février, donc j'ai arrêté au mois de février et hop, j'avais monté ma société, j'ai enchaîné. Elle n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu la tempête, la fameuse tempête fin décembre, c'était. Ouais, Et tous les arbres étaient par terre et c'était un désastre. Ils n'ont pas fait la course, ils l'ont reporté d'une année. Bon, moi j'avais programmé ma société, donc j'ai commencé à travailler, j'ai fait du sport et j'ai travaillé pendant un an pour enfin la gagner l'année d'après et m'arrêter. Donc ça, c'est la petite anecdote. Mais en fait, c'est le fait d'être me retrouver président du club. J'ai essayé, bon, moi, en fait, je me suis aperçu que j'aimais innover. J'ai créé des nouvelles épreuves. J'ai amené le cross-country qui n'existait pas, qui était un mélange d'enduro, de cross, qui existait aux États-Unis. Je l'ai créé en France. On a fait venir des top pilotes chez nous, à côté, à Sauveterre. Oh, c'est rien exactement. Et, et donc, et je m'apercevais que j'aimais bien. C'est un copain à moi qui me dit, mais quand tu vas arrêter la course, tu vas monter une société pour faire tout ça. Je dis, pourquoi tu me dis ça? J'y avais jamais pensé, en fait. Parce que la vie était trop facile et trop belle et on se projetait pas beaucoup. On disait toujours, on verra après. Et il y avait le magasin. Donc, c'est vrai que le magasin m'offrait une bouée de sauvetage si je trouvais rien. Et donc, du coup, pour moi, c'est une période où j'ai pas eu trop à me tracasser. On s'était toujours dit avec mes parents, bon, ben, si t'as rien, tu reviendras au magasin et puis tu reprendras la relève. Mais plus j'avançais, moins j'avais envie de le faire. Et, et quand il m'a dit ça a été le déclic, en fait. Il m'a dit, mais c'est vrai qu'il a raison, je me régale à organiser ce que je fais pour le club. Pourquoi je le ferais pas pour moi en tant qu'entrepreneur? Et ça a été 97-18, là, il m'a dit ça un soir où on avait fait une épreuve. J'ai dit, mais il a raison, je dois faire, c'est ça que je vais faire, c'est ça que j'aime. Du coup, pendant 2-3 ans, j'ai mûri mon projet pour que, voilà, 2000, la Gilles Lallet, l'arrêt, bon, décalé d'un an, mais c'est pas grave. J'avais programmé, j'ai monté une société, je me suis rapproché des fédérations moto pour voir s'ils avaient besoin, etc. Et puis ils m'ont proposé un rôle de promoteur du championnat de France d'enduro que je connaissais forcément bien. Et puis j'ai dit tout de suite oui. Donc j'avais en plus tous les voilà, tout ça s'enchaînait pas trop mal, sauf que ça me payait pas à l'année. Donc il a fallu que je trouve des compléments à côté. Donc je faisais des balades de moto, ce que je savais faire, des stages. Et surtout, j'ai créé une nouvelle épreuve, en fait, qui n'existait pas. Un peu aventure, toujours pareil. Donc, du canoë, de la course à pied, du vélo et de la moto. Voilà, c'est quand même mon cœur de métier. Tu t'es fait ton triathlon à toi, quoi. Oui, c'était exactement ça. Mais en plus, c'était chez moi, Béarn et Pays Basque, mes régions de cœur, mon département. On a fait découvrir des trucs incroyables. On est parti de Saint-Jean-de-Luz pour venir à Sauveterre. On finissait toujours à Sauveterre. Ça, c'était la règle. Donc, on partait coup de Saint-Jean, on est parti d'Irati, on a été dormir. Enfin, on a fait des trucs incroyables. On a fait des tyroliennes, on a fait des ponts de singe au-dessus du Gave, à Sauveterre, du Gave de Laurent. Enfin, voilà, on a fait des choses fabuleuses et on a amené des stars en plus du monde entier, de tous les sports, qui sont venus ici, enfin, qui sont venus à Sauveterre et dans la région. Et tout ça, ça m'a permis de grandir et de découvrir le monde de l'entreprise et de faire mes premières gammes, en fait. Et une fois que tu as fait ça, c'est début des années 2000 également où tu as rejoint le Dakar. Comment ça s'est passé d'ailleurs, cette Petit peu expérience? plus tard. C'est un peu Ok. plus tard. En fait, donc 2000, 2001, 2003, 2004, j'avais quitté le Dakar en 98, puisque j'étais pilote officiel Yamaha. Yamaha s'était retiré du rallye, donc bon, c'était un peu difficile. Je dis, bon, écoute, t'en as fait 5, passe à autre chose. Il y avait quand même, c'est aussi un rallye dangereux. Et donc voilà, puis quand tu as commencé à travailler, tu peux pas faire les deux, donc c'était fini. Mais le Dakar est plus fort que tout, malheureusement, ou bien heureusement, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a taraudé. Je dis ne plus être là-bas, pouvoir à la télé au mois de janvier. J'en pouvais plus et j'ai dit à ma femme, bon, il faut que je trouve une solution, il faut que je reparte là-bas. Il faut que je trouve un truc.
je voulais être au début manager. Je voulais monter une équipe, compétition, D'accord. gagner. Le Dakar, c'était mon but. Bon, il fallait trouver de l'argent, il fallait trouver des financements, c'était compliqué. Puis j'ai dit, avant tout, je vais y retourner pour faire un coup de main. Ça me remettra un peu le pied à l'étrier et je verrai si je peux prouver des choses sur place. J'ai appelé l'organisation, ils m'ont proposé un poste. Je me suis occupé des amateurs moto qui sont ce qu'on appelle les mâles moto, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'assistance, ils viennent juste à l'époque c'était un avion, on leur transportait une malle, donc on met pas grand-chose dedans, et un sac, c'est tout ce qu'ils avaient. Et ils faisaient le Dakar comme ça, donc c'est les vrais aventuriers du Dakar. Et je me suis occupé d'eux. Et en fait, cette année-là, 2005, il y a eu beaucoup de problèmes dans l'organisation, inhérents, hein, mais parce que le Dakar c'est compliqué, les tempêtes de sable, des gens qui sont restés derrière, devant, et j'y ai beaucoup aidé. Donc, je suis parti avec un 4x4 24 heures tout seul dans le désert, dépanner des concurrents avec des bidons d'essence, je les ai sortis. Fait quand je suis revenu, on dit, oh, tu sais faire plein de trucs, on, on te rappellera, le fameux on te rappellera que tu dis bien, bon, on verra bien, mais enfin, t'y crois sans y croire. Et ça, c'était au mois de janvier, il s'est rien passé jusqu'au mois de novembre 2005 toujours, donc, où là, j'ai reçu un coup de fil du patron du Dakar qui me dit, écoute, toi, tu savais faire des trucs. On a besoin d'un directeur sportif, celui qu'on a actuellement. Il s'est cassé, il a eu un accident très grave. Donc, il sera pas au Dakar, faut que tu viennes. J'ai dit, attendez, je connaissais pas votre parcours. Je connais pas forcément le métier. Si je connais un peu la vue d'ensemble, je dis, mais ça, je peux pas prendre la direction sportive d'un événement comme ça sans savoir où je vais. Et là, il a insisté, il me dit, écoute, j'ai pas d'autre choix. Tu vas te débrouiller, c'est pas grave. Viens à Paris demain. Et j'ai débarqué à Paris, je sais plus si c'est le 6-7 novembre, j'ai ça en tête, pour faire le direction d'une course que je connaissais pas. J'ai fait tous les briefings tous les jours des étapes sans connaître un centimètre du parcours. Je savais pas où ça allait. Donc, je racontais des histoires et tout qu'on m'avait raconté, que j'avais vu, que j'avais fini par trouver un renseignement. Et j'ai géré ce Dakar-là comme ça, le 2006. Et à l'arrivée, on m'a dit, écoute, bon, l'autre, il est toujours blessé, qu'il revienne ou qu'il revienne pas, on te veut et tu restes avec nous. Et je suis pas reparti du Dakar. Enfin, presque pas, puisqu'il y a une pause au milieu. Et c'est comme ça que je suis rentré sur le Dakar. Et raconte-nous comment s'est passé ton premier Dakar en tant que directeur de course, parce que ça doit être, comme tu as dit, des challenges énormes. C'était un challenge énorme, surtout quand. Les nuits devaient être courtes. Ouais, elles étaient courtes et surtout que c'était pas moi qui l'avais monté. Donc, bah, je découvrais tout. Je connaissais pas vraiment le métier. Il aurait fallu une année de transition ou deux. Et donc, mais tout le monde a été très sympa avec moi, très attentionné. Les pilotes que j'ai été voir les uns après les autres et les copilotes en disant, attendez, moi, je connais un peu le métier, mais je suis pas non plus spécialiste. C'est pas moi qui l'ai préparé. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que je sais pas trop toujours de quoi je parle. Donc, ils ont été indulgents, ils m'ont aidé à comprendre aussi. Bon, et puis ils ont vite vu que quand même, je connaissais un peu, je savais de quoi je parlais. Donc, ça a été, oui, ça n'a pas été facile, mais en même temps, ça s'est pas trop mal passé. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui. En plus, c'était l'Afrique encore, donc j'ai fait 2 années en Afrique. J'ai fait le 6 et le 7. J'ai préparé le 8 qui est pas parti. Mais j'ai connu les 3 continents et après, à partir de là, pour moi, c'était beaucoup plus facile. Et j'ai appris le métier là, de 2000, donc 2005. Et je suis reparti en 2015 parce que j'étais un peu fatigué par le Dakar, hein, qui est un événement colossal et dur à passer parfois. Et donc, j'ai fait une petite parenthèse de 5 ans, puisque 4 ans. 2015, j'ai dit bye bye, j'en peux plus. Donc, je suis parti. Et 2016, 17, 18, 16, 17, 18, 19, je me suis retrouvé copieux dans une voiture. Donc, j'ai revu de nouveau le monde du sport, de la compétition. Mais c'était super intéressant parce que je l'ai vu d'abord du côté voiture que je connaissais moins bien. Donc, j'ai compris ce qui était. Je me suis retrouvé chez Peugeot, Peugeot Sport. Donc, c'était vraiment pour gagner. C'était la grosse machine, on va dire, hein. Et j'ai compris aussi leurs besoins, quelle était leur approche, comment ils voyaient la compétition, l'engagement que ça représentait. Quand on est organisateur, on voit pas toujours ce qui se passe derrière. Et ça a fini un peu de me former, je dirais, quelque part, et de comprendre vraiment l'ensemble de la discipline. Et ça a été vraiment, vraiment top. Et justement, donc, ce qui est chouette, c'est que tu as connu les différentes facettes, hein. C'est-à-dire que tu as été pilote en moto, tu as voulu être un team manager, et puis finalement, tu as été sur le sportif. Et puis après, avec Peugeot, tu as connu une expérience encore différente dans une grosse écurie et être copilote, du coup. Donc, tu as connu le 2 roues, le 4 roues, tu as fait un panel assez large. Oui, assez large. Alors,
Il y en a plein qui disent c'est parce que tu as été motard et que tu as fait de la voiture que tu es ce que tu es aujourd'hui. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors, c'est un complément. Non, mais c'est un complément, mais ça fait pas tout parce que sinon tout le monde serait capable de le faire. C'est pas malheureusement pas le cas. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est aussi parce que surtout j'ai été très tôt à la tête d'un club et que j'avais une fibre tout simplement d'organisateur, je crois. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Si je l'avais pas eu, j'aurais pas été non plus la tête du club. Donc, je pense que ce que j'ai réussi le mieux, c'est l'organisation, plus que même ce que j'ai été en tant que sportif. Je pense, voilà, que c'est vraiment fait. C'était vraiment mon domaine et c'était vraiment là que je devais aller. Donc, d'abord, je m'éclate dans tout ce que je fais. Surtout quand je le fais pas longtemps, par contre. Je me suis rendu compte que moi, oui, parce que ce que j'aime, en fait, c'est créer. Et Oui, voilà, oui. c'est ça. Moi, pour moi, le plaisir de mon métier, c'est la création. C'est-à-dire inventer un parcours. J'aime inventer un parcours. Après, aujourd'hui, le Dakar, bon, ça fait maintenant, j'en ai fait 10 en tant que directeur sportif. Là, je vais attaquer mon 6e en tant que directeur du Dakar tout court, directeur Dakar. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu rodé, donc ça devient plus facile. Mais ce que j'aime le mieux, moi, c'est la base, c'est de partir à zéro, où là, t'es les deux pieds restent dans la boue, Dans le tambouille, voilà. et tu te dis, waouh, comment on va faire? Et là, je me régale à essayer de trouver des solutions avec mes équipes, hein, je suis pas tout seul, mais et c'est là que je suis, que je me fais plaisir, en fait. Bah, je vais pas te dire que ça me parle pas parce que je fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire que quand tu es un créatif, tu es en mode projet et tu aimes bien. Voilà, t'aimes pas la routine. Donc, c'est Non, ça qui est la routine m'ennuie c'est ça qui est compliqué. considérablement. Et du coup, je reste. C'est pour ça que j'ai bougé un peu, parce qu'en fait, si on analyse, j'ai fait 6 ans, un peu de promotion, championnat de France, mes épreuves. Bon, je commençais un peu à végéter, je suis parti sur donc le Dakar. Bon, il m'a fallu un peu plus de temps pour me fatiguer, mais au bout de 10 ans, parce que c'était aussi très nouveau, je découvrais tout le temps. Et puis il y a eu le transfert. J'ai fait l'Afrique pendant 4 ans et on a amené le Dakar en Amérique du Sud, j'en ai fait 6. Donc en fait, tout était nouveau. Donc là, on a appris un nouveau métier. Donc là, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. 5 ans de course en copilote, ça m'a pas forcément enthousiasmé autant que je le pensais. Et puis j'ai dit, bon, et là, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à chercher ce que j'allais faire après, dans le métier toujours, mais c'est là que j'ai prospecté pour racheter le rallye du Maroc. En fait, c'était pendant cette période-là. J'ai dit, il me faut mon rallye, je veux être autonome, euh, et je veux gérer tout seul quelque chose, d'aller repartir à zéro. Donc j'ai acheté le rallye sans rien, j'ai parti tout seul, j'ai monté ce rallye du Maroc et, euh, et ça a été voilà, un autre épisode de ma vie qui s'est après arrivé le Dakar 2 ans après derrière où ils m'ont proposé d'être patron. Bon, j'ai dit non pendant 2 mois, je crois, j'ai tenu. Et au bout de 2 mois, je me dit, bon, si t'as l'un, pourquoi tu n'aurais pas les deux? Il y en a un qui peut servir à l'autre. Le grand peut servir au petit que tu viens d'acheter. Tu as pris beaucoup de risques financiers. Maintenant, peut-être que arrêtons d'être idiots parce que là, c'est quand même beaucoup de travail de gérer les deux. Je dis, mais fais-le, ça va aider et ça va tirer tout vers le haut. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé, hein. Donc je suis parti après sur ce mode-là. Mais je n'étais pas forcément ravi de mon passage en tant que copilote. Et alors, pour revenir sur le Dakar, pour expliquer aux non-initiés justement, ça correspond à quoi cette machine du Dakar? Parce que j'imagine, pour poursuivre un peu ce genre de choses, sur la partie organisationnelle, événementielle, logistique, c'est une machine de combat comme peut l'être d'autres projets d'ASO avec le Tour de France par exemple, ou comme ça. Enfin, on ne se rend pas compte. Comment tu peux expliquer ce qu'est le Dakar, voilà, d'un point de vue organisationnel, Ah, ce que ça représente? Le Dakar aujourd'hui, c'est déjà, peut-être qu'on l'a actuellement, c'est 135 motos qui viennent faire une course, c'est 160 et quelques voitures et une cinquantaine de camions qui viennent pour courir un Dakar. C'est-à-dire qu'ils vont faire chaque jour 4 à 500 kilomètres de course dans le désert. Donc, ça, c'est la première chose. À côté de ça, vous avez des véhicules d'assistance qui viennent pour les aider. Donc là, vous vous retrouvez encore avec 400-500 véhicules de plus. Au total, vous avez quasiment, avec l'organisation, à peu près 1000 véhicules que vous amenez de l'Europe vers, alors on l'a fait vers l'Afrique, on l'a fait vers l'Amérique du Sud. Maintenant, c'est vers le Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite, dans des bateaux, donc il faut organiser toute la logistique. Et puis après, il faut les faire rouler, les amener chaque jour dans le désert et leur faire. Bon, on monte une ville en fait.
Ouais, c'est ça. Vous avez entre 3 et 3500 personnes tous les jours qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner, il faut amener de l'essence, il faut amener des moyens, il faut les transporter. On a des Au avions milieu de rien. là, au milieu de rien, donc on s'appuie toujours quand même pas loin avec un aéroport. On transporte 600 personnes par jour donc, qui vont de bivouac en bivouac grâce à des avions qui sont alloués pour nous. On a une dizaine d'hélicoptères pour assurer la sécurité et les prises de vue télé. On a 60 médecins qui s'occupent de toute la caravane médicale. On a des avions sanitaires. Et puis il faut aussi ravitailler. Donc, en fait, c'est avant tout, c'est un défi logistique plus que tout parce que c'est la logistique du Dakar qui fait qui fonctionne ou qui fonctionne pas d'abord. Et c'est vrai que le défi, il est là, le numéro un. Après le sport, oui, voilà, trouver un parcours, faire des roadbooks, etc., etc. Puis c'est particulier, c'est pas fléché, c'est secret. Faut se diriger avec des flèches, des dessins qu'on comprend pas. Donc il y a toute une ambiance, hein, c'est sans faire, on découvre encore des trucs. Mais ça, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'amener la logistique au bon endroit, d'avoir pensé à tout, anticipé. Et c'est ce qui fait la réussite au poids d'épreuve. Et quels sont pour toi les moments stratégiques pour l'organisation, pour le fait qu'un Dakar se déroule bien, de la logistique, pardon. Bon, alors, tu as la météo, j'imagine aussi, qui doit y jouer et qui doit vous jouer peut-être des tours quelquefois. Oui, aussi, mais en fait, ça se joue à la création du parcours. C'est-à-dire que au mois de février, quand vous faites votre parcours, vous devez connaître tous les problématiques que ça peut apporter. Faire un parcours, n'importe qui ne peut pas faire un parcours. Il y en a qui te font un parcours, tiens, voilà. Je dis, oui, mais là, je fais comment? Je peux pas amener l'essence. Là, je peux pas poser un avion. Là, je peux pas amener des hélicos parce que si. Là, je peux. Et en fait, quand on fait un parcours, il faut déjà avoir tout le découpage en tête. On sait que tous les 250 km, il faut faire un stop parce qu'il faut de l'essence pour les motos et les petits buggy. Il faut aussi, faut pouvoir amener des hélicos, des avions parce que voilà, parce qu'il faut sortir les blessés, parce qu'il faut faire des prises de vue. La télé a besoin de travailler, les journalistes ont besoin de travailler. Enfin, il y a un ensemble de choses qui font que déjà, il faut une cohérence à la base. Parce que si vous faites un parcours, ah oui, c'est vachement beau, mais par contre, on ne peut pas accéder à l'ambulance, on ne peut pas accéder avec les hélicos, on ne peut pas mener l'essence, etc., etc. Ben, votre parcours, vous pouvez l'oublier, il ne fonctionnera pas. Donc, le plus important de tout, déjà, c'est la base du truc, pour être certain qu'on ait pris en compte bien toutes les problématiques du Dakar. Et comme ça, après, derrière, toutes les équipes, elles ont plus de facilité à travailler. Ce matin, on a fait ce qu'on appelle le déroulé sportif du rallye. On prend les étapes l'une à une et on commence déjà à déterminer où on va mettre les points d'essence, où on va évacuer les blessés, quand les hélicoptères, où ils vont se poser, où est-ce que on les amène déjà la veille. Des fois, vous avez des étapes qui sont loin le lendemain, donc on fait ce qu'on appelle les pernoctés, on les amène, ils vont dormir sur place. Il y a plein de choses qu'on met déjà en place. Et là, on est complètement dans la production et on voit notre Dakar qui prend forme. Mais la base de tout, c'est celle-là. Et après, on dit toujours, c'est le sportif, la logistique au service du Au sport. service. C'est-à-dire que on fait le sport et la logistique doit s'adapter, mais il faut un sport sensé, sinon la logistique, elle peut pas suivre. Alors, des fois, ils s'arrachent un peu les cheveux avec moi parce que j'invente beaucoup de choses. Cette année, j'ai été très cadre. Donc, du coup, bah, on les remet tout le temps au défi. Mais je pense que c'est aussi ce qui leur plaît parce qu'on est un peu tous pareils dans ce milieu-là et on aime les défis et on aime les choses nouvelles, quoi. Il y a un ou deux points sensibles ou sujets sur le parcours qui va avoir lieu cette année. Bon, il y a Tu peux toujours des pas en points dire, hein, peut-être. sensibles, mais j'ai une étape qui est un peu longue et difficile. On sait que ça va traîner derrière. Les étapes les plus difficiles pour nous, c'est tout on essaye aujourd'hui de faire des étapes dédoublées, c'est-à-dire que les motos et les voitures sont toujours sur les mêmes parcours. Et là, on essaie de faire des parcours séparés. Donc, on a les motos d'un côté, les voitures et les camions de l'autre. Ce qui fait dire que quand vous avez l'étape de 500 km, il faut en trouver 1000, 500 pour les autos, 500 pour les motos. Oui, parce que pourquoi pas? Et voilà, pourquoi pas guiouler le travail, c'est plus sympa. Mais c'est bien parce que tout le monde rentre plus tôt, ça laisse une chance à tous de finir de jour et pas de finir de nuit. Ça évite les dépassements des voitures sur les motos qui sont toujours un peu délicats. Ça relance un peu le sport parce que les top pilotes de voitures, ben, ils roulent devant, donc ils doivent chercher. Il n'y a plus de traces, donc il faut être plus vigilant sur son roadbook. Donc c'est quand même intéressant. Alors on en a monté 4 étapes comme ça. Donc, ces 4-là sont quand même des étapes sensibles pour nous parce qu'elles demandent beaucoup, beaucoup d'adaptation et de logistique un peu sensible. Et alors justement, toi, David, quand tu as découvert ce milieu-là, mais plutôt côté organisationnel et pas participant,
Quelles sont les premières choses qui t'ont marqué quand tu es arrivé là, un peu avec les nouveaux yeux, à M-2 de te lancer dans ton premier Dakar en tant que côté orga? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Oh, c'est le gigantisme, je veux dire. Moi, je montais des épreuves. J'avais réussi à avoir un hélicoptère sur mon épreuve aventure. Comme j'avais fait des spéciales qui étaient à la carte, il se perdait beaucoup la première année. Je dis, mais comment je vais faire un chien qui se perd, qui se paye mal? J'avais pris un hélicoptère pour assurer la sécurité. C'était un hélicoptère à peau d'ailleurs, qui était venu m'aider, etc. Donc j'avais quand même un peu cette gestion, mais bon, j'avais un hélico que j'utilisais le moins possible pour que ça coûte pas cher. Et là-bas, quand je suis arrivé, il y en avait 10 alignés, il y avait des avions alignés, il y avait des voitures et voilà, il y avait, je sais pas, 35 voitures d'organisation et tout. Voilà, je sortais un peu de ma campagne et là, et là, c'était, voilà, tu veux un hélico, mais prends l'hélico. Et je dis non, mais je peux pas prendre l'hélico, mais si, qu'est-ce qu'il y a besoin? Il faut aller chercher. Quand on avait un problème, on déclenchait un avion comme toi, tu vas déclencher une voiture pour aller chercher je sais pas, un truc à l'autre bout de peau. Là, il y avait 500 bornes à faire parce qu'il y avait un problème. Il y avait un mec, je sais pas s'il y avait un précurseur qui avait cassé parce qu'il y avait des gens qui étaient 2-3 jours en avance. Il casse un amortisseur, il t'appelle, bah, je dis, je sais pas, démerde-toi. Et les autres, ils m'ont dit, mais prends l'avion, tu fais l'aller-retour et tu lui amènes la pièce. Prends un avion. Et en fait, si le Dakar, il a cette souplesse, facilité. Il faut se mettre dans le... Exactement, c'est ce qui lui a permis d'exister parce qu'à l'époque, en Afrique, il n'y avait pas d'autre solution. Et alors après, ça a beaucoup changé parce que en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient, il y a d'autres moyens. Il y a plus de routes, il y a plus d'accès même. Mais à l'époque, et là, je m'étais dit, oh, c'est notre dimension, quoi. Faut penser tout différemment. C'est la période que tu as préférée? La période d'Afrique très primaire avec peu d'accès, avec ce côté challenge permanent? Même si Oui, chaque fois, c'est une différence, hein. oui, alors j'étais aussi absolument dans la découverte de tout. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les transitions, c'est-à-dire que ce que j'appelle les déménagements, quand on a fait aussi l'Afrique vers l'Amérique du Sud, c'était compliqué avec toutes les équipes. On a dû aller là-bas et on est arrivé. Enfin, dit, mais comment on va faire le Dakar là-bas? Parce que c'était plus du tout le même modèle logistique. Il a fallu réinventer tout. On était beaucoup en avion en Afrique parce qu'il n'y avait rien. On a amené tout. On est arrivé dans des pays où il y avait beaucoup de moyens. Donc, on pouvait utiliser les moyens locaux. On a pu créer tout en tiroir. C'est-à-dire qu'on avait 2 sets complets. On a monté un sur un bivouac, un sur un autre. Et après, on faisait sauter. On avait le temps d'aller de l'un à l'autre d'en sauter un bivouac, etc. Enfin, chose qu'on faisait pas en Afrique. On montait, démontait, on prenait des Antonov, des avions russes qu'on transformait. Ah ouais. Des fameux. Trucs qu'on démontait, ouais, les grands, c'est des avions qui étaient immenses, c'était incroyable. Et on montait, démontait en permanence, comme un cirque en fait. C'était plus simple. Il y avait juste le bivouac qui était monté localement et là, nous on arrivait avec le reste. On travaillait dans les bureaux, les bureaux c'était les avions, on était dans les avions, enfin, on vivait là-dedans. Ouais. Là, on a tout monté direct différemment, on monté des tentes. Enfin, il y a eu, ce transfert était un moment magique. On s'est remis en question complètement. C'est pour ça que ça a relancé un peu. Je dis, c'est un nouveau cycle parce que on réinventait, on découvrait en même temps. On a découvert l'Amérique du Sud. S'il n'y avait pas eu le Dakar, j'aurais peut-être fait un voyage, mais je la connais je connais l'Argentine mieux que les Argentins parce j'ai fait des milliers de kilomètres dans ce pays. Et c'est aussi ce que j'aime aussi, en fait, hein, c'est la découverte de pays, de cultures, de paysages, des gens, parce que j'ai gardé beaucoup, beaucoup d'amis en Amérique du Sud. Donc, c'est tout ça qui fait aussi la magie de mon métier. D'ailleurs, tu as tellement aimé ce côté-là que tu t'y es installé en 2013, je crois, pour y vivre avec ta famille, hein. Ouais, on est vécu là-bas parce que on faisait tellement de déplacements, je commençais à en avoir un peu marre. Hein, j'y allais quasi tous les mois. Donc, du coup, quand j'ai un peu challengé même mon patron à l'époque, il m'a dit, mais tu vas aller là-bas? J'ai dit, pourquoi pas. Et donc, on a débarqué pour 2 ans et demi à Buenos Aires, avec des enfants qui parlaient pas un mot. À l'époque, aujourd'hui, ils sont bilingues, enfin trilingues avec l'anglais, les trois, incroyables. Et en fait, ouais, ça a été une richesse. Ça c'est, comme on disait en revenant, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je veux faire expat. Pour nous, ça a été une révélation. On a rencontré tous les expats, évidemment, de Buenos Aires, français qui vivaient là, de tout milieu d'ailleurs. Il y avait une solidarité assez incroyable entre tous. Ça a été vraiment 2 années et demie de parenthèse parce que la France est
ton pays, mais tu y vis pas, donc tu t'es plus concerné par tout. Et l'Argentine, tu prends que le bon, puisque t'es pas de là-bas non plus. Et en fait, tu vis dans une espèce de bulle. Donc il faut garder conscience aussi, parce qu'après, ça s'arrête toujours. Mais ça a été 2 années et demie vraiment, vraiment très, très agréable. Et donc, tu es revenu ici en 2015, si je dis pas de bêtises, et puis justement, tu as été copilote chez Peugeot. Même si c'est pas ta meilleure expérience, ce qui se comprend complètement, euh, qu'est-ce que tu en retires de ce moment-là en tant que copilote et est-ce que c'était facile pour toi quelqu'un, enfin moi c'est l'impression que j'ai, quelqu'un qui est tout le temps aux commandes, quoi. Par exemple, soit aux commandes du guidon, soit en tant que directeur de course ou directeur tout court, de lâcher un peu le guidon et d'être un peu, je vais pas dire au second rôle, parce que copilote a un rôle très important, mais tu vois ce que je veux dire, de plus avoir à les mains sur le guidon. Alors, Comment tu as vécu ça? c'est vraiment un second rôle, hein. Le copilote, c'est l'oublié de l'équipe et tout. Non mais je veux pas faire... Non, non, mais je le dis très ouvertement, c'est pour ça que ça m'a pas plu, je pense. Ton analyse ta question est très bonne dans le sens où j'ai pas aimé parce que j'étais pas aux commandes, je pense, au fond de moi. J'ai perdu le sens ce qui t'anime. de la décision, de la dernière décision, etc. Et je pense que c'est ce qui m'a frustré, en fait. On va dire à droite, à gauche, captain. Alors, c'est important parce qu'il y a des fois, c'est ce qui peut te faire gagner ou pas. Mais j'ai trouvé ça fade et ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Par contre, pour revenir au début de la question, ça m'a beaucoup apporté grâce aux gens avec qui j'étais. D'abord, j'ai compris ce qu'était une écurie d'usine au travers de Peugeot, des gens extraordinaires. Bruno Famin, qui est un ami maintenant, Ah oui, qui après s'est occupé de la Formule 1, etc. oui, oui, tout à fait. J'ai, j'ai beaucoup appris à ses côtés, qui est un homme humain. J'ai beaucoup aimé la personne. Mais aussi les pilotes. J'étais copilote de Cyril Després, 5 fois vainqueur du Dakar. J'ai compris pourquoi aussi. On s'est pas bien entendu, hein. Ça a été très compliqué entre nous. On s'est engueulé, on s'est détesté. On s'est re-aimé, redétesté. Et aujourd'hui, on est amis. Mais c'était très loin des fois. C'était un peu dur. Mais en même temps, il a fini de m'apprendre ce qu'était le très haut niveau. J'avais connu peut-être un peu le sport, le haut niveau. Là, j'ai connu le très haut niveau de ceux qui gagnent au travers de lui, au travers de Stéphane aussi, avec qui j'ai été après, Peter Ansel. J'ai fait aussi une année avec Stéphane. Et, et là, j'ai aussi touché du doigt la différence, en fait. Et c'est ce qui a fini aussi de me former, parce que pour moi, la seule formation, c'est le sport. Et c'est comme si j'avais repassé pour quelqu'un d'autre un stage j'étais reparti à l'école pendant 4 ans, en fait. Et j'ai fini ma formation grâce à eux. Voilà. Ouais, c'est génial. Et c'est vrai que les noms que tu cites, tu te dis, l'équipe a été dingue au niveau des moyens techniques et Ouais. Il y avait les pilotes, c'était simple, c'était Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, seniors, c'est un autre. on précise. Oui, oui, ah oui, alors moi je suis pas la génération des jeunes. Non, c'est Carlos le papa, que j'adore. Euh, C'était Stéphane Peterhansel, donc 14 Dakar à son actif. C'était Sébastien Loeb, et qui a toujours pas gagné le Dakar, mais qui est 9 fois champion du monde de WRC. Et Cyril Després. Donc je peux vous dire que quand on se retrouvait tous ensemble le soir, quand on faisait le monde, enfin, c'était ouais, c'était sympa. Pour ça, ça a été des belles années. Mais après, pour le métier en lui-même, ça m'a pas emballé. Je le referai pas. Et Bruno Fabin, dont tu parlais, comme tu disais, sur la F1, qui a été directeur pendant quelques temps, trop court parce que c'est un siège éjectable, mais de Alpine. Ah, il y était en remplacement, donc pour lui, Voilà, c'était c'est ça. parce que de toute façon, ça durait pas. C'est ça, c'est ça. Mais c'est là où on voit aussi le niveau de cette équipe et de cette écurie à ce moment-là. Oui, oui. Alors, elle a fait Incroyable. première année, ils ont fait chou blanc complet. La voiture était un échec. Ça, c'était 2015. Moi, je suis arrivé en 2016. Ils ont gagné. Et après, ils ont gagné 16, 17, 18. Et ils ont fait 4 Dakar. Ils n'ont pas gagné le premier. Ils ont gagné les 3 suivants consécutivement. Donc, bon, c'était pas sans faute, mais pas loin. Parce qu'on ne peut pas gagner la première année, c'est un peu normal. Et puis après, ça s'est arrêté parce que le programme était de 4 ans. Et voilà. Et puis, on a tous continué. On s'est tous retrouvés chez Mini, BMW, pour finir dans. Moi, j'ai fini là-bas. J'ai fini blessé, mais j'ai fini chez Mini. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là? J'étais avec Stéphane Peterhansel. On était troisième de 3 jours d'arrivée. Et on a sauté une dune. Et à la réception, je me suis cassé vertèbre lombaire, 2 vertèbres lombaires. Donc, j'ai fini en hélicoptère Mont-Haï. Voilà. Bon,
Désolé de t'avoir posé la question. Bon, Il y a que des moments plus joyeux. non, non, mais ça fait partie du jeu, on le sait tous, hein. Ouais, bien sûr. Euh, le rallye en voiture est beaucoup moins dangereux qu'en moto, donc je l'ai connu, déjà je l'ai vécu plus libéré à ce niveau-là. On peut faire des tonneaux, hein, j'en ai fait 5 par l'avant, par le côté, j'en ai fait des tonneaux. Et tu finis, tu as envie d'appuyer sur le bouton et de repartir, et tellement on est en sécurité dans ces voitures. Mais par contre, le dos, c'est un vrai problème parce que c'est des compressions ou sur des sauts comme on a fait. Si t'es pas calé en tant que copilote, t'as pas le volant pour te tenir. Donc, c'est tes pieds qui te mettent en tension. Et sur le saut, là, les pieds ont glissé. Donc, j'ai atterri avec mon corps qui était relâché. En fait, il était pas en- j'étais pas contracté. Et à la réception, ben, ce qu'on appelle des fractures de tassement. C'est-à-dire que les vertèbres se tassent et en se tassant, elles se brisent horizontalement. Donc, voilà. C'est aussi bête que ça, c'est pas très grave tant que ça bouge pas, ça avait pas bougé. Donc un petit corset pendant 3 4 mois et puis ça repart. Mais je suis jamais remonté dans une voiture de course. Non, du coup, tu es reparti à l'organisation avec justement ton bébé, on va dire, hein, le rallye du Maroc. Oui, j'avais déjà le rallye là et quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont donné un coup de fil chez SO en me disant bon, écoute, t'es blessé, comment ça va? Je dis vous êtes bien gentil, il y a quelque chose qui se passe. Il me dit non, mais on aimerait que tu reviennes et que tu prennes la direction du Dakar. Donc voilà, ça s'est passé pile poil, j'étais à l'hôpital en mois de février. Comme quoi. Et comment tu as reçu cette nouvelle-là? Parce que justement, tu avais les deux en parallèle. Et j'imagine que la charge de travail, quand même, doit être assez conséquente. Mais la charge m'a fait un peu peur au début. Je venais de prendre le rallye, j'en avais organisé que un seul. 18, celui de 18, le rallye du Maroc, j'en avais fait un, donc j'étais en préparation du deuxième, du 19. Eux m'appellent. Je dis, écoutez les gars, moi je viens d'acheter un rallye, je suis endetté. En plus, j'avais un associé. Je dis, écoutez, faut que j'aille au bout de l'histoire, je peux pas planter de trucs comme ça. Donc, si vous acceptez que je fasse les deux. Donc, le Maroc à titre perso, le Dakar, je le fais pour vous, ok. Je reste à distance. Et je voulais pas la vie parisienne non plus, je l'avais déjà goûté pendant 7 8 ans. Donc je voulais vraiment pas retomber dans ce qui avait pas marché avant. Donc j'avais posé quelques conditions et ça a été accepté. Donc après j'étais honoré, je veux dire, être patron du Dakar, c'est quand même pas rien. Ah, c'est génial. C'est une responsabilité, puis c'est un peu pour quelqu'un comme moi dans mon parcours, c'était un aboutissement quelque part. Donc c'était vraiment, c'était quand même c'était sympa, quoi. Je veux dire, je me retrouvais complètement. Puis, je me sentais légitime et prêt, surtout parce que le rallye du Maroc, j'en avais fait qu'un. Mais je me suis retrouvé. Quand vous êtes directeur sportif, vous n'avez pas tout. Vous gérez le sport, la sécurité, un peu de logistique avec tes équipes, mais j'avais pas la vision globale de l'événement. Quand je me suis retrouvé à la tête du Maroc, j'ai dû le remonter, ce rallye. Ben là, j'ai touché du doigt à tout. C'est ce qui leur a fait dire aussi peut-être que j'étais prêt hein, chez ASO. Et c'est pour ça qu'ils m'ont rappelé, mais j'ai découvert tout. C'est-à-dire que vous gérez un budget complet hein, de 3 4 millions d'euros quand même. Vous partez, voilà, vous réservez vos avions, vos hélicos, vos trucs. Les risques, je les ai pris tout seul et ça a marché. Donc, je pense que c'est ce qui faisait dire aussi que j'étais prêt à le faire. Et puis, la première année, bon, mais j'étais entouré et aujourd'hui, je suis très à l'aise à ce poste-là. Entouré évidemment de l'équipe direction d'ASO qui reste très présente avec moi. C'était ma condition. Oui, je voulais qu'il garde vraiment le contact rallye avec moi. Et on travaille maintenant la même sur Dakar, qui est aujourd'hui bien lancé et beaucoup plus facile à organiser que les premières années. Il a fallu faire un déménagement. J'ai fait le Moyen-Orient, mais j'étais habitué au déménagement, donc ça va. Et justement, là, pour faire le parallèle, donc tu dis rallye du Maroc, 3 4 millions d'euros de budget. Le Dakar, en parallèle, c'est quoi? Ouais, C'est x10, c'est fois? c'est x10 facile. x10 facile, alors. Ah oui. Oui, Il y a il y a un joli step. oui, oui, non. Et comment tu as géré ces nouveaux défis en étant du coup directeur du Dakar? Comme tu as dit, c'est encore autre chose. Et tu as dû avoir pas mal de défis et puis pas mal d'aventures parce que là, tu prends une autre, j'ai l'impression, de l'extérieur, tu me dis si je me trompe, que tu prends de l'épaisseur dans le sens où tu n'as pas que l'opérationnel. C'est-à-dire que tu as aussi le côté un peu politique, le côté euh, voilà, discuter, réussir à discuter avec tout le monde. En plus, dans des Oui, contextes des fois géopolitiques qui sont difficiles. Enfin, là tu embrasses plusieurs métiers en un, quoi. ouais, exactement. Il y a aussi une relation avec les concurrents qui est plus importante parce que et la partie réglementaire, la partie avec les teams, aujourd'hui, on a quand même en plus des équipes super importantes.
Il y a Dacia qui a rejoint le Dakar. Il y a Ford qui est sur le Dakar en termes officiels. On a Toyota avec le Japon et puis ici l'Europe. On a bon, BMW, c'est pas officiel absolu, mais c'est quand même une grosse équipe. Il y avait Audi il y a 2 ans. Donc on a des marques très fortes qui sont avec nous. Donc il y a beaucoup de pression sur ces aspects-là que je portais pas toujours avant, mais parce que là aujourd'hui, c'est dans la gestion du quotidien, les règlements, sur l'évolution du règlement qui est toujours un enjeu compliqué, sur les performances. On a une discipline très compliquée parce que on a des 2 roues motrices, on a des 4 roues motrices, on a des moteurs essence, des moteurs turbo, des V6, des V8, et on fait cohabiter tout le monde. Ce qui est un truc de fou. Vous prenez la Formule 1, vous prenez le WRC, vous prenez toutes les disciplines autres, elles ont un type de moteur, 2 roues, 4 roues motrices, un moteur, basta, on s'embête pas. Est-ce que nous, on prend tout? On prend tout, on en prend trop. Pas besoin de parler. Donc, quand ils veulent être tous à égalité niveau puissance, c'est pas très simple de faire cohabiter tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'enjeux, beaucoup de réunions. Aujourd'hui, on s'est rapproché beaucoup de la FIA aussi et de la FIM en moto pour travailler avec eux. Donc, ça, c'est dur, hein, les relations fédées sont pas toujours faciles dans le monde, dans tous les milieux d'ailleurs. Quand il y a le foot, le rugby et j'en passe, c'est vrai qu'on entend toujours des histoires, mais on n'est on n'est pas monté pareil. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là, c'est des businessmen, on est des structures professionnelles, les autres, c'est des structures fédérales, et donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu un problème de culture entre les deux, mais bon, ça se passe bien, on arrive à faire cohabiter, mais pour ça, il faut travailler, c'est de la politique, c'est de la discussion, ça a été très tendu au début, aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. Chacun a trouvé son espace de travail, et donc ça se passe bien, mais il y a beaucoup de sujets. Après, il y a le problème diplomatique sur le pays. Nous, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, c'est un vrai partenaire du Dakar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas forcément qu'ils payent beaucoup d'argent à ESSO, c'est surtout qu'ils aident beaucoup dans le montage du rallye, en termes de logistique, d'apport, etc. Donc, c'est pas forcément un apport soutien financier premier, c'est indirect par tout ce qu'ils peuvent apporter quand la ville de Pau accueille le Tour de France. Elle amène des barrières, elle met en place plein de choses, il y a de la sécurité, etc. Et de la même façon, on fait la même chose avec José, où il dit le Dakar vient, mais vous nous aidez, il nous faut ça dans tel endroit, il nous faut ci, et il nous aide à le mettre en place. Donc mais ça reste, ils ont monté une structure d'organisation en face de nous, qui est un peu la même que la nôtre, avec des équipes commerciales, des équipes sportives, des équipes logistiques, et des équipes de com, etc. Et on travaille avec eux, donc avec les 2 identités main dans la main. Donc on est souvent en Arabie Saoudite, ils viennent me voir, et on cohabite. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. C'est un ensemble de choses, mais c'est intéressant parce que c'est varié, justement. Chez moi, on parle de com, on parle de présentation du Dakar, on parle de sport, évidemment, au quotidien, de logistique, de marketing, etc. Donc, ce que j'aime bien, justement, c'est que c'est des métiers très variés et qui sont, c'est pour ça qu'ils sont intéressants, que j'arrive à tenir plus de 5 ou 6 ans. Oui, et très transverse en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, comment tu arrives à gérer les critiques? Parce que bon, tu me dirais, il y en a toujours. Quel que soit ce que l'on fait, il y a que celui qui fait rien qui n'en a pas. Mais que ce soit sur les questions géopolitiques, sur la partie écologique, voilà, il y a de plus en plus de doléances parce que la parole est de plus en plus ouverte par tout ce que l'on sait. Comment tu arrives à gérer tout ça, toi? Euh, alors, moi, d'abord, je suis pas sur les réseaux sociaux. J'existe pas sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis enlevé des réseaux il y a maintenant, je sais pas, 4 5 ans. Parce que, Ça aide. j'ai une devise sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas que des cons, c'est vrai, mais tous les cons y sont. Donc, et malheureusement, ça représente beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup. Donc du coup, je me suis enlevé des réseaux. Donc ça, ça m'enlève un paquet de problèmes parce que des gens qui te disent en face ce qui passe, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et qui le disent après qui me disent que je suis un con, mais ils ont certainement raison, mais qui m'expliquent surtout pourquoi. Et ceux-là, ils existent encore moins, parce que ceux qui disent que t'es con, il y en a beaucoup. Mais, euh, mais ceux qui savent aller au bout des choses et t'expliquer pourquoi, c'est ceux-là qui m'intéressent quelque part et ils sont pas nombreux. Mais du coup, j'ai été très touché au début quand j'entendais il fait n'importe quoi, c'est un fou, c'est un con, c'est un truc. Aujourd'hui, d'abord, j'essaye de pas le lire, de pas le regarder. Bon, il y en a toujours qui sont obligés de me le faire savoir, mais c'est vrai que j'essaie de rester assez loin de tout ça. Mais par contre, il faut aussi rester lucide, évidemment. Et c'est au travers, et ça, c'est le sport qui me l'a appris, c'est-à-dire que
Mon autocritique, je la fais tout seul. On le fait tout seul. On l'a fait nous-mêmes parce qu'on fait beaucoup de débriefing. Et, et j'ai toujours appris, et ça c'est plus Cyril Després qui me l'a appris plus que tous, jamais se mentir. Si tu te mens dans le sport, si t'as pas gagné parce que t'avais pas les bons pneus, t'as pas gagné parce que ta moto marchait pas, t'as pas gagné parce que truc, ben tu gagneras jamais dans la vie. Jamais. Par contre, j'ai pas gagné parce que je me suis pas assez entraîné, que j'étais pas prêt pour ça, qu'il y avait que de la boue et je roule pas vite dans la boue et qu'il y avait que si. Donc je vais faire différemment et après savoir quoi faire en face. Et ça, Cyril me l'a appris parce que les 2 premiers jours dans la voiture, on finit la première journée de course. Il me dit, ça a été ta journée? Je dis, oui, ça a été. Mais t'as fait des erreurs? Oui, j'ai dit, je me suis trompé à 2, 3 endroits, j'avais pas compris ça. Ah bon. Et bon, je me dis, c'est bon, je lui ai dit ce que j'avais vu, ça va s'arrêter là. Il me regarde, il me dit, tu vas faire quoi pour corriger ça pour demain? Je dis, pardon? Je dis, qu'est-ce que tu manges? Ben oui, t'as fait des erreurs, donc tu vas les corriger maintenant. Ben, je dis, oui, donc ce soir, tu vas travailler, tu vas faire quoi? Donc, j'ai dit quelque chose, et puis le lendemain matin, t'as fait ce que tu m'as dit? Et en fait, c'était ça tout le temps. C'est-à-dire que si tu sais pas faire ça, et si tu sais pas déjà admettre que tu as fait une erreur et que t'as pas été bon, ben tu peux pas progresser. Et ça, c'est valable pour tout. Et c'est le sport qui me l'a appris, mais dans le boulot, c'est la même chose. Si tu fais une connerie, ben, et voilà, des conneries, on en fait, hein, mais simplement, et on a une vraie culture du débrief. Donc les gens, je veux bien les écouter, mais j'écoute surtout ceux qui ont quelque chose à dire, qui l'ont argumenté, et, euh, et voilà. Et je passe plus ou moins outre. Après, ça fait toujours un peu mal, hein. Il y a des fois, c'est vrai que c'est pas toujours facile à entendre, mais euh, après le Dakar, Dakar a beaucoup travaillé aussi sur son, voilà, sur son avenir, sur ce qu'il était. On a développé évidemment des nouvelles énergies. On travaille sur le futur du rallye depuis 2020, quand je suis arrivé. On s'est posé beaucoup de questions et on est conscient. Je veux dire, je suis pas un fou furieux qui veut mettre du sport mécanique dans tous les sens et partout sans se poser de questions. Évidemment qu'on est conscient de ce qui se fait, du monde, des problématiques du monde d'aujourd'hui. Bon, il y a certains dirigeants qui disent qu'il n'y a quand même pas de problème dans le monde, donc je suis très content, mais moi je reste persuadé qu'il y en a. Et, euh, et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire des choses encore pour faire évoluer le monde de demain, et grâce au sport notamment. Là, j'étais juste avant de vous voir, j'étais en ligne avec quelqu'un qui est en train d'inventer un nouveau système d'hydrogène. Parce que le problème de l'hydrogène, c'est qu'il prend beaucoup de place, donc il est compliqué à mettre en place sur les voitures. Parce que pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, il faudrait 2 remorques derrière pour transporter l'hydrogène, pour avoir la même puissance et faire le même nombre de kilomètres sur le Dakar. Voilà, aujourd'hui, ça marche pas. Mais par contre, il a trouvé un nouveau système. Donc, on est en permanence en train de parler avec tous ces chercheurs et on essaie d'avancer. Mais je, moi, je rêve de partir le jour où si le Dakar sera 100%, ou peut-être pas 100%, parce que je crois pas trop 100%. Si on diminuait déjà tous de 50-60% nos émissions, je pense qu'on résoudrait beaucoup de problèmes. Mais au moins arriver là, ne pas vouloir aller chercher trop loin. Et au moins, mais c'est vraiment un petit rêve que j'ai au fond de la tête. Donc voilà, mais les critiques font partie de la vie et ouais, il faut juste savoir les trier. Être réaliste sans être trop utopiste, comme on dit. Mais justement, c'est intéressant le côté critique et l'école de la vie, comme tu l'expliques. C'est-à-dire que euh, se faire critiquer, c'est facile. Avoir une autocritique, c'est pas simple. Mais quand tu le fais, c'est aussi avoir la suivi des faits et faire en sorte de corriger. Parce que si c'est juste pour faire un constat, bon, ben, ça Non, sert à mais pas à grand-chose. exactement, mais les gens souvent qui parlent, en fait, ne connaissent pas la discipline, ne savent pas de quoi ils parlent. Ils disent, ah, c'est de la merde ce que vous avez fait parce que si, parce que ça, mais le mec qui se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il sait du Dakar? Qu'est-ce qu'il sait de. Ils savent rien. En fait, c'est toujours ça le problème. C'est pour ça que je dis toujours, ok, c'est pas bien, mais explique-moi qu'est-ce que tu aurais fait, pourquoi et qu'est-ce qui va pas. Et là, bon, ça s'arrête. Donc, quand c'est argumenté, je l'écoute parce que il y a des fois, j'ai j'ai inventé beaucoup de choses, mais je me suis toujours inspiré justement, ou très souvent, j'ai remarqué, de ce qui m'a été dit. Parce que je sais écouter aussi les gens, sinon justement c'est pas possible, mais j'écoute pas tout le monde. Et j'ai appris à trier les gens que j'écoutais. Voilà, ce sont tout ça. J'ai pris beaucoup, beaucoup à les trier. Justement, tu as anticipé ma question de tout à l'heure sur les innovations, parce que, comme tu dis, qu'on ne connaît pas la discipline, on ne se rend pas compte de tout ce que peut apporter comme innovation le monde professionnel et le monde de la course et du sport automobile.
pour suivre la F1, c'est vrai qu'il y a pas mal de parallèles qui ont été faits sur l'hybridation que tu as aujourd'hui sur les voitures, sur les freins à disque, etc. Et quelles sont les innovations que tu peux imaginer dans les années à venir, au-delà de l'hydrogène dont tu parlais tout à l'heure, et se servir du Dakar comme étant un vrai laboratoire, en fait, pour pouvoir tester dans des conditions assez particulières ce qui peut être fait demain dans le monde automobile? Nous, on a créé. En fait, quand je suis arrivé en 2000, j'avais plein d'ambitions sur le futur du Dakar. Je voulais le transformer, mais rapidement. On parlait d'hydrogène à l'époque, on parlait d'électricité, on voyait ça possible. Et en fait, le problème, c'est que c'est très, très compliqué. Quand on commence à vraiment se mettre dans ce milieu-là, on se rend compte de la complexité que ça représente. Et en fait, on a dû un peu rétro-pédaler parce qu'en fait, il n'y a aucune technologie qui est réellement prête. Et le Dakar, c'est la discipline la plus compliquée de toutes pour ces nouvelles énergies. Pourquoi? Parce qu'on est 500 km de spécial jour, 310 heures. Donc il y a 800 km à faire en autonomie, dans des conditions de chaleur, de froid, il gèle aussi la nuit, dans des conditions de sable extrêmes ou avec des consommations qui peuvent être colossales, de terrain dur, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de constructeurs aussi qui s'y sont intéressés pour ça, parce qu'à partir du moment où la technologie pourrait être prête pour le Dakar, ça veut dire qu'elle est adaptable à tous. Et l'idée du sport, c'est de développer une technologie, la montrer, la faire valoir, la tester et pouvoir la décliner sur le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde demain dans la rue. Et ça, c'est important. Et, et donc, on a voulu beaucoup pousser dans ce sens-là, mais vite, on a été arrêté par la réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, la technologie n'est pas prête. Et puis, en plus, quand on parle de nouvelles technologies, tout de suite, on parle de beaucoup d'argent. Donc, d'argent, et puis la chaîne, on vous parle toujours de voitures polluantes, oui, parce qu'on mesure à la sortie du pot, mais entre le moment où on fabrique la voiture, le moment où on la met en service et son recyclage, le bilan carbone, c'est celui-là qu'il faut voir. C'est le bilan complet d'un véhicule. Bon, donc tout ça, quand on le met bout à bout, on a vu qu'on avançait très très peu. Donc on a créé, nous, plutôt que d'attendre que la technologie soit prête, on a créé Mission 1000. C'est-à-dire qu'on a voulu que les véhicules viennent faire 1000 km sur le Dakar avec des nouvelles technologies. Donc on a créé ça il y a 4 ans maintenant. Et donc là, on a des véhicules à hydrogène, électrique, hybrides qui viennent et qui tentent, qui font c'est un laboratoire à ciel ouvert et qui font du développement. On a eu surtout un consortium d'ailleurs de Japonais avec Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Honda et Toyota qui sont venus et qui ont développé une voiture qui était à hydrogène, à injection directe hydrogène. Donc l'hydrogène allait directement faire l'explosion dans le moteur à la place de l'essence pour être schématisé. Et qui développe ça, qui a fait une pause, qui reviennent. Donc voilà. Et c'est ces projets-là qu'on a mis en place parce qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas prête. Vous voyez les États-Unis, ils rétropédalent en disant qu'il faut tout arrêter, donc ils restent avec du fossile. Comment vont faire les constructeurs américains aujourd'hui sur le marché? Parce qu'on sait très bien qu'au fond, c'est pas la vérité. Donc c'est complexe. Donc là, tout à l'heure, j'étais en réunion, je disais avec un ingénieur qui a trouvé une solution pour l'hydrogène qui serait adaptable et qui pourrait être révolutionnaire. Mais bon, on attend de voir parce que c'est encore des projets. Donc des fois, on s'enthousiasme un peu vite. Mais c'est un monde vraiment incroyable. Et je découvre encore je veux dire, une autre facette de mon sport et qui est tout simplement préparer la transition avec les problèmes du monde d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant, mais c'est vraiment, vraiment compliqué. Et on le voit avec les gouvernements hein, qui vont un coup dans un sens, un coup dans l'autre. En 2030, il n'y a plus de voitures, c'est fossile. Et puis maintenant, c'est 2035 et 40. Et on n'arrive même plus à suivre tellement ils changent d'avis tous les jours. Donc, c'est pour vous dire la problématique. Mais nous, on s'y tient, on avance. Pas forcément plus vite que tout le monde, mais en tout cas, on sait où on veut aller et j'espère qu'on y arrivera. Et alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ce laboratoire dont tu parles, alors tu me dis si je me trompe, mais on n'entend pas autant parler que le reste. Et de savoir que vous avez mis à disposition des idées, des techniques, des moyens ou des supports, comme tu dis, pour venir faire des essais, c'est hyper intéressant d'avoir cette démarche-là et on n'entend pas forcément. Oui, on en parle un peu, et puis en plus, ils ont des conditions financières qui les aident pour pas que ça soit cher, que ce soit accessible et tout. Mais voilà, on fait pas de la surcommunication là-dessus, mais en tout cas, nous, voilà, on est droit dans nos bottes, on essaye de pousser dans ce sens-là, et on aimerait que le plus vite possible, ben, on puisse opérer à un vrai changement.
Toi qui es en mode projet, qui déteste la routine et qui aime créer, imaginer des choses, quels sont tes prochains objectifs ou tes prochaines ambitions qui restent à assouvir pour toi? Bah, je suis plus tout jeune, donc il me reste. Ben non, mais ça avance vite, 55 ans. Donc j'ai 3-4 Dakar à faire encore, ou 4, dans les 4, hein, ça, je les dois contractuellement. Après, ça n'empêche pas que je pourrais continuer, mais ça, c'est le minimum que je vais faire. Et après, je sais pas du tout de quoi sera fait mon avenir. Je pourrais pas m'arrêter comme ça de travailler. J'aurai 60 ans quasiment à la fin, là. Donc, je continuerai évidemment à travailler parce que pourquoi parce que j'aime ça, mais travailler dans mon milieu. Après, j'aimerais vraiment, si je vais au bout là jusqu'en 29, c'est sortir de ce milieu-là et découvrir d'autres milieux, je pense. Alors, toujours au service de l'organisation, de la logistique, de l'invention de choses et de mettre à profit. Mais cette expérience-là que j'ai, qui est quand même, bon, le Dakar en plus, énorme, pour d'autres sports, des sports plus simples peut-être aussi, à mon âge, ça sera avancé. Voilà. Mais j'ai pas vocation. Alors, il y a beaucoup de gens que j'admire hein, qui travaillent jusqu'à 70, 75 ans. C'est pas du tout ma philosophie de vie, je vais dire. Dès que je pourrais m'arrêter, je m'arrêterai. Moi, ça, c'est clair. Garder alors, des petites épreuves, mais qui sont des épreuves plaisir avec des potes, où il n'y a pas d'enjeu d'argent et de rentabilité ou autre, où on tombe dans avec des belles épreuves quand même, parce que je ne saurais pas faire CEP, donc malheureusement. Mais, euh, mais, euh, mais j'aimerais bien continuer à avoir une petite activité de choses, mais un peu bien montées, propres, des choses qui ont quand même un peu de gueule. Tu as rencontré des centaines de personnes très inspirantes, je pense, dans ton parcours. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui te viennent en tête alors, peut-être pas mentor, parce que le mot est fort, et peut-être que tu en as, remarqué, tant mieux. Mais des personnes comme ça qui t'ont marqué dans ton parcours? Alors, mentor, je sais que j'aime pas trop le mot. Ouais, moi non plus. Non, je suis pas idole, je suis pas trop dans ce milieu-là. Mais bon, à l'époque, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Hubert Auriol, qui a fait un peu le même chemin que moi, parce qu'il a été pilote de moto, et bon, il a la différence qu'il a gagné le Dakar et pas moi. Mais il a aussi été après directeur du Dakar, donc j'aimais bien. Aujourd'hui, je vais citer un Palois que j'aime beaucoup et que j'admire, c'est Estanguet, Mm. de par sa carrière aussi. Et je trouve que ce qu'il a fait à la tête des Jeux Olympiques à Paris est assez exceptionnel. J'ai beaucoup aimé le personnage et sa façon de le gérer. Ouais, c'est plutôt remarquable. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que là, tu vois, on n'en a plus trop parlé. Je sais pas trop ce qu'il fait en ce moment, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé sa gestion et sa façon de tenir la barre. J'ai trouvé ça plutôt très, très bon de sa part. Voilà. Et je crois qu'il est retourné au CIO, mais c'est surtout que là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il est resté droit dans ses bottes et contre vent et marée à y croire, parce que tout à l'heure on parlait de critiques, mais alors lui, et Allez. c'est pendant 4 5 ans, il en a pris et des dizaines et dizaines chaque jour, jusqu'à que les mêmes me disent, une fois que c'est passé, ah mais c'était bien. Ouais, mais ça, c'est la France. Je suis très content de ne pas avoir que des clients français parce que ça serait plus compliqué. Et la France, c'est le plus gros pays des râleurs au monde. Et tout le monde a critiqué qu'on puisse prendre les jeux si une honte, c'est si. Je comprends pas cette mentalité, alors qu'après, c'était fabuleux, on n'entendait plus personne et tout le monde s'est régalé. Comprends pas comment on puisse pas porter d'office un projet comme ça. Nous tous ensemble, le tirer vers le haut, ça aurait été tellement Être fédérateur, ouais. Ouais. et fédérateur, on aurait perdu moins de temps, moins d'argent, et on aurait tous travaillé dans le même sens, et ça aurait été plus joli. Mais bon, ça c'est la France qui veut ça, malheureusement. Surtout que la critique est facile, le français Ah bah critique ça, beaucoup. Et quand tu écoutes à l'international, ils te disent, mais en fait, ou c'est les meilleurs jeux de l'histoire, la cérémonie d'ouverture en dehors du stade, c'est incroyable. Vous avez fait venir du monde sur des compétitions qu'on n'arrivait pas à remplir. Enfin, tout le monde est ah non, c'est dithyrambique. Si tu regardes, si tu recules un peu la tête du guidon et que tu n'es pas franco-français, si tu regardes un petit peu les critiques, c'est juste extraordinaire ce qui a été fait. ah non, non, c'est un exemple absolu de jeu sur beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Il n'a pas tout fait tout seul, évidemment, je m'en doute, mais en tout cas, il a bien porté les choses et bien géré. Tu fais pas mal d'interviews, justement, David, que ce soit sur l'équipe ou quoi que ce soit. Enfin, on te voit, et de toute façon, ceux qui sont sur les sports auto, sports mécaniques, te voient, te connaissent. Quelle question on ne t'a jamais posée que tu aurais aimé que l'on te pose? Je sais pas.
Bon, je me pose pas autant de questions. Non, je sais pas. Tu sais, souvent, il y a des gens, je trouve, il y a des interviews très superficielles, évidemment. Mais ouais, non, je sais pas. Comme ça, franchement, j'ai pas la réponse. Ok. Mais des fois, je suis déçu par les interviews, ça, c'est clair. C'est Ouais. clair parce qu'il y a des vrais. Je veux dire, le Dakar, c'est une aventure assez extraordinaire. Donc, il y a des vraies questions. On peut aller chercher des trucs. Là, on me dit toujours, est-ce que ça va être dur? Bon, la question, j'en ai marre d'y répondre. Le Dakar est pas facile, de toute façon. Mais voilà, après, c'est dans le sens où, voilà, c'est la passion des hommes, c'est pourquoi ils sont là. Et puis nous, on mélange, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse faire ressortir l'essence même de ce sport. On mélange des pros avec des amateurs. Il n'y a plus beaucoup de sport aujourd'hui ici. Vous allez courir le marathon, mais le pro, il sort dans la première vague, vous vous sortez 3 heures après dans la dernière vague. Bon, là, ils sont vraiment mélangés. Ils sont ensemble dans le bivouac, ils mangent ensemble, ils dorment dans le même endroit. Il y a des motards, il y a des voitures, il y a des camions, enfin, je sais pas, il y a tellement de choses différentes que voilà, il y a beaucoup de questions qui peuvent être levées qui ne le sont pas toujours. Mais bon, là, c'est comme ça. Mais je suis pas toujours à chercher. Non, je sais pas. Pas la réponse Du, exacte. du coup, tu me mets la pression sur les 10 minutes d'interview qui restent pour qu'elles soient bonnes. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Le conseil qui pique un peu sur le moment et qui, avec le recul, tu te dis, il n'avait pas si tort et ça t'a marqué. Ah bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est Cyril Dem. Avec Cyril. Cyril. C'est Mm. c'est Cyril. Cyril a marqué ma vie. Positivement et négativement, mais je retiens que le positif parce que je suis plutôt comme ça. Mais il a été un monteur incroyable. Ouais. C'est un mec difficile qui cherche quelqu'un comme lui, il cherche des clones en fait. Et ça n'existe pas en fait. Donc c'est ce que je lui ai reproché à l'époque. Je pense que on aurait dû se compléter. Évidemment, il avait beaucoup à m'apprendre, mais se compléter, on aurait été plus fort. Mais mais il m'a tellement appris sur cette rigueur à avoir avec soi-même et cette vérité, de pas se mentir, etc. que je m'en sers aujourd'hui et je passe ce message en plus à tout le monde autour de moi aussi. En plus, je continue dans la boîte. Hein, quand on fait des débriefs ou on débriefe le Dakar, on est 60 autour de la table. Je dis qu'est-ce que vous avez fait de mal? Alors ça, c'était vachement bien. Et tout, je dis je m'en fous. Ce qui était bien, on va continuer. Tout le monde l'a vu, merci. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est où qu'on a merdé? C'est où que t'as... Non, mais on n'a pas merdé. Mais non, si, on a merdé. On a merdé où? Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait de bien? Oui, mais alors peut-être que... Et ça commence à se délier. Mais si tu vas pas les titiller, il y en a jamais, ils vont avoir tout le moment. Et puis c'est jamais, oui, je me suis trompé. Hein. C'est, c'est rare d'entendre les gens dire je me suis trompé. Même dans le sport aujourd'hui, sur le Dakar, quand ils se sont trompés un jour, le roadbook était mal fait. Peut-être que le roadbook était mal fait, mais tout le monde a le même. Donc je me suis trompé parce que j'ai pas compris le dessin, parce que je suis. Et ça te permettra de grandir et de continuer à évoluer. Et ça, c'est le plus gros aujourd'hui. Je crois que c'est la chose la plus forte qu'on m'ait dite et qui, puis ça a été dur, parce que ça a été dit pas toujours de la bonne manière sans doute, mais en tout cas c'est resté et ça m'a beaucoup marqué et ça m'a fait beaucoup grandir. Ça a gardé ce conseil-là. Et justement, toi qui aimes te challenger, créer, innover, j'ai une question pour toi. C'était quoi ta dernière première fois? La chose que tu as faite pour la première fois, c'était quoi? De- Ce que j'ai fait dernièrement pour la première. Même si de tes 50 ans, on va arrondir à 50, t'en as fait des choses, mais Dans le travail, tu dis? ouais, dans le travail ou perso. Ah, perso, j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai fait de la plomberie, j'avais jamais touché. Donc, non, j'ai acheté une maison en France, on bricole un peu, je fais du travaux tout le temps. Et je fais plein de trucs que j'avais jamais fait, en fait. Et pour moi, c'est un exutoire d'ailleurs, parce que c'est le seul truc qui arrive à me sortir de mon métier, qui est un métier passion, c'est bien beau, mais ça a quand même un inconvénient, c'est que c'est jour et nuit. Et Ouais, ça prend le cerveau. sur 24, sur 7, ça, c'est un peu le problème. Surtout que nous, on a des métiers où ça travaille beaucoup le week-end. Et moi, je gère, en plus, on n'en parle pas, mais on a aussi le championnat du monde. On est promoteur du championnat du monde. Donc, on a 5 épreuves à gérer à l'année, plus le Dakar, plus des épreuves en Arabie Saoudite qu'on fait pour le compte des Saoudiens. Donc, on a une dizaine d'épreuves à gérer.
Et c'est vrai que bon, voilà, j'ai toujours des équipes dehors qui vendent des recos, des trucs. Donc, je suis tout le temps connecté 100% avec eux, avec tout le monde. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à couper de mon métier. Et c'est pour ça que c'est pas toujours simple. Et d'aller bricoler là-bas, ça me sort. Donc là, il y a pas longtemps, je branchais des robinets avec mon téflon, mon truc, ça coulait, je l'ai branché, ça pissait quand même, donc je vais recommencer. Bon, ça finit par bien marcher, mais c'était assez sympa. Donc, À force de persévérer. mais on apprend toujours. Ce que je dis toujours à tout le monde, j'ai 55 ans et j'apprends encore tous les jours, même de la logistique, des gens qui bossent avec moi, même si c'est des jeunes, ils sont là, ils te poussent, ils t'obligent aussi à te bouger tout le temps et ça, c'est une richesse aussi il faut accepter. Je veux dire, il y a plein de choses qu'ils savent pas. Ils devraient m'écouter des fois un peu plus, mais il y a aussi besoin. J'apprends aussi avec eux. J'ai beaucoup de plaisir de les voir évoluer ou de pouvoir aider quelqu'un à évoluer. Ça, je trouve ça enrichissant, très enrichissant de voir des jeunes qui poussent, qui ont envie. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le monde du travail est quand même, il est un peu mou. Les gens qui ont envie de bosser, il y en a plus beaucoup, hein, non. Enfin bon, c'est ma vision d'un vieux. Je vais passer pour le vieux con, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, à mon époque, je veux dire, un mec qui rentrait, qui bossait, il s'arrachait, il bossait. Aujourd'hui, c'est pas qu'ils aient pas envie, mais on a expliqué beaucoup aux gens que en travaillant moins, ils allaient gagner autant et que les loisirs étaient importants. Donc c'est vrai qu'il y a une autre approche au travail que celle que j'ai connue il y a 20-30 ans. Mais on a formé des gens comme ça, donc on n'y peut rien. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a plus ce qu'il y a eu à l'époque, en tout cas avec tout le monde. Et pourtant, des gens très bien, qui ont beaucoup de capacités, mais il y a une autre approche du travail qui est pas facile pour. On est entre deux générations là, et on le sent très fortement. Quand on dit qu'il Mm. faut revivre la France au travail, je suis pas complètement con. Oui, sans faire de généralité, et tu as quand même un constat et un contexte qui fait que. Ah, alors après, je sais pas qui a raison, hein, mais en tout cas, il y a un changement énorme. Toi, justement, tu parlais des différentes compétitions que tu gères. Constamment, tu as à peu près combien de personnes à gérer? Alors moi c'est très particulier en plus parce j'ai un groupe de 20 à 25 personnes qui sont des permanents que Dakar. Et après, dans la société ASO, comme il y a aussi le Tour de France et toutes les épreuves vélo et le grand public, ce qu'on appelle les marathons, etc., on est 250. Donc, il y a beaucoup de services transversaux. Donc, que ce soit de la logistique, j'en ai un ou deux dédiés, les autres qui sont transversales sur d'autres épreuves, mais que ce soit le marketing, que ce soit le service juridique, le service comptable, et c'est à tous les différents services, communication, marketing, ils sont transversaux, donc ils n'ont pas que le Dakar. Donc, je les gère pas réellement. Je travaille avec eux, je parle avec eux, mais ils ont un patron qui est pas forcément moi directement. Donc c'est un peu différent, mais surtout après, je travaille avec beaucoup de prestataires parce qu'on est dans des niches un peu particulières de métier. C'est un peu des soldats, hein, c'est des mercenaires, je les appelle. On les envoie dans le désert travailler. Ils prennent beaucoup d'heures. C'est des gars qui bossent beaucoup, qui se posent pas de questions. Tu peux leur donner n'importe quoi. Et en fait, c'est que des prestats. On peut pas faire avec des salariés comme ça, justement, aujourd'hui. C'est plus possible. Donc, on travaille avec beaucoup de prestataires et on a une trentaine de prestats qui travaillent pour nous, d'autres épreuves, et qu'on envoie en mission. Aujourd'hui, genre, il n'y a pas un seul salarié qui peut aller sur une roco. Une roco, c'est 15 jours, 15 à 20 jours de roco sur le terrain, dans des conditions pas faciles, se lever tôt, se coucher tard. Donc, c'est plus possible aujourd'hui avec des salariés. Donc, voilà. Hmm. C'est le modèle qui change. Et le modèle change beaucoup, donc il faut s'adapter. Mais bon, je gère des prestataires, donc c'est vrai que c'est aussi une approche différente. Et pendant le rallye, c'est pas des bénévoles parce que les bénévolats n'existent plus sur le Dakar, hein, évidemment. On est une société, donc on paye tout le monde, c'est des dédommagements plutôt qu'un vrai salaire, mais ils sont payés. Donc, mais vous gérez des gens qui sont un peu assimilés à des volontaires quelque part, à des bénévoles, même s'il y a un solde, mais ils viennent pas pour ça, donc il y a aussi cette approche-là qui est importante et que j'ai appris grâce au club à l'époque. La gestion de gens qui sont pas forcément des purs salariés de ce métier-là, c'est pas toujours facile au quotidien et ça demande aussi quand même une approche un peu fine. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est trois niveaux de management différents entre gérer du bénévole, gérer du salarié et gérer des prestataires.
Exactement. C'est trois différents il faut jongler toujours. On peut pas parler toujours de la même façon en trois. Mais c'est bien, ça doit être un peu de bazar dans ce cerveau des fois. Entre le Maroc, le Dakar et les autres épreuves et tous ces trucs, oui, c'est sûr qu'il y a des fois il y a un peu de... Plus parler toutes les langues que tu parles, etc. Ça va pas être simple. J'ai une dernière question, David. Quel est ton plus grand rêve si tu devais rêver grand au point que tu ne peux pas échouer, hein, ce serait quoi demain ton plus grand rêve? À mon âge aujourd'hui, ben, ça serait d'arriver à finir la transformation énergétique du Dakar. Je disais toujours, si je partais avec un Dakar 100% propre, alors 80% ce serait déjà énorme, mais avec des véhicules à énergie propre sur toutes les catégories, je trouve que ça serait quand même une belle porte de sortie. Et tu te laisses quoi, 10 ans maximum, 16 ans? Ouais, mais je C'est sais quoi pas. tu seras plus? Mais 7-8. non, je peux continuer dans un rôle de conseiller autre, je sais pas, on verra, je suis pas encore là, c'est pas ça le sujet, mais c'est vrai que on avait beaucoup de rêves là pour les années 27, 28, 30. Bon, on voit que ça a reculé, mais je sais pas. Autant ça n'avance pas d'un coup et ça peut avancer très vite après. Mais moi, je croyais beaucoup à l'hydrogène. J'aimerais bien je pense que les solutions autour de l'hydrogène semblent les meilleures, mais aujourd'hui, on a un problème avec, tu vois, avec il est soit gazeux, soit liquide, mais il y a des contraintes énormes de température, de pression. Et là, on entend parler de nouvelles technologies qui donnent pas mal d'espoir. Donc on va voir comment ça évolue, mais j'aurais plaisir à voir toutes tes voitures avec des gouttes d'eau qui sortent à la fin des échappes. Sur un départ du Dakar, avant de tirer vers révérence, ça serait peut-être ouais, ça serait une belle femme. C'est génial. Bon, c'est tout ce qu'on souhaite. Juste un dernier mot. Donc, cet épisode va être diffusé, je pense, quelques jours ou semaines avant le Dakar pour rester collé à l'actualité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette édition 2026? Comment tu peux nous faire saliver, nous donner quelques infos pour suivre ce Dakar qui aura lieu dès le début de cette année? Ben, un Dakar qu'on a voulu encore une fois bien difficile, parce que pour moi c'est important. On a beaucoup travaillé depuis 6 ans à l'équilibre de ce rallye. Là, on le maîtrise assez bien, avec des nouveautés, puisqu'il y a encore 4 étapes avec des parcours séparés qui sont très sympas. Et, euh, et en plus, vous pourrez tous le suivre, puisque sur l'équipe, la chaîne L'équipe, qui est partenaire du Dakar et qui va diffuser des directs en mi-journée, en fin de journée. Donc, vous pourrez suivre des paysages extraordinaires et découvrir un pays qui était peu connu, mais qui offre en tout cas les terrains incroyables pour le Dakar et qui mérite vraiment d'être vu. Donc, vous avez passé des bons moments en tout cas, et j'espère que peut-être en plus on a un Français qui va gagner avec Sébastien Loeb, qui attend toujours sa première victoire en voiture. Et donc à suivre pour voir tout ça. Super, espérons. On va croiser les doigts et se donner tous les espoirs possibles pour Sébastien Lobango. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu voudrais évoquer peut-être avant la fin de cet épisode? On a fait le tour. Bon, ça va. On est pas mal. Est-ce que l'interview n'était pas mauvaise? Non, non, c'est très bien. Très bien, on Voilà, parle de c'est bon. tout. Non, c'est intéressant, c'est de pouvoir parler de tout. Et donc c'était, on a pu faire un petit tour d'horizon. Super. Bon, en tous les cas, merci à toi, David, d'avoir accepté de prendre ce temps de partager ta passion et ta vie, puisque ta vie est remplie de ta passion et tes différentes expériences et quelques mots choisis qui sont hyper intéressants. Merci d'avoir accepté de prendre ce temps pour partager tout ça avec les auditeurs. D'ailleurs, cet épisode, vous pouvez le retrouver en audio sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Amazon, Apple, également en vidéo sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram. Vous allez nous trouver un petit peu partout et on mettra également le lien dans la description pour suivre le Dakar et avoir toutes les infos sur ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspirer.